Alors, la rentrée. Yeah, boy. Plus sérieusement, bonne rentrée à ceux qui reprennent les cours, mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement, car on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 369 de Berserk. J'ai hésité à vous la sortir, car à première vue, je n'avais pas grand chose à ajouter sur ce chapitre qui semblait se suffire à lui-même, mais j'ai vraiment aimé ce chapitre et je vais quand même essayer d'apporter ma pierre à l'édifice en vous proposant mon analyse. Le chapitre 368 nous avait laissé sur un Guts en proie à un infini désespoir, séparé une nouvelle fois de Casca, noyé au cœur du chaos le plus ténébreux. Nous voici donc chapitre 369, l'île qui s'efface, le chapitre le plus court sorti depuis la reprise. En effet, il ne comptabilise que 15 pages et s'en va mettre le point final aux récents événements. Nous retrouvons donc Shirk et Farnèse indemnes, au bord du gouffre dans lequel est tombé Guts. Les deux sorcières tentent en vain de l'appeler, mais le chevalier noir est abattu, le regard face contre terre, à quelques centimètres des dévoreurs. Et je viens de réaliser que les dévoreurs ne s'en prennent pas à Guts, et ce, grâce à l'armure du berserker et à l'esprit sombre qui l'habite, qui fait que les dévoreurs reconnaissent Guts comme l'un des leurs. Suivi directement du point de vue de Puck, voyant impuissant l'île qu'il a vu naître tomber en morceaux. On voit aussi brièvement la fuite de tous les habitants de l'île. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les ailes du petit elfe semblent différentes, légèrement translucides, avec des variations de lumière et d'ombre étranges. Mais nous reviendrons sur ce point, qui est un signe avant-coureur de ce qui se prépare. Shirk s'efforce toujours de crier le nom de Guts, et ce dernier, le regard toujours noyé de désespoir, va rassembler ses forces pour empoigner sa Dragon Slayer et se relever. Comme s'il utilisait une canne, il va s'appuyer sur celle qui a toujours été là pour lui, celle qui lui a permis de défier la mort tout au long de son existence, son épée. Tout en se relevant, le chevalier noir expire douloureusement et réalise qu'il n'a pas pu porter le moindre coup pour défendre ceux qu'il aimait. Cette pensée le terrifie et les gouttes de sueur coulant sur son visage en témoignent. Sans pouvoir tenir complètement debout, Guts, à genoux, étreint son épée plantée dans le sol. Et cette planche m'a directement rappelé ma planche préférée du manga, celle de Guts, enfant, se cramponnant à son épée après avoir subi le viol de Donovan. Et ce parallèle est d'autant plus intéressant puisqu'il traduit deux choses. La première, et la plus évidente, les épées de Guts ont été, au cours de sa vie, la seule constante. La seule chose qui ne l'ait jamais vraiment quitté et à laquelle il s'est toujours accroché pour rester en vie. La seconde sert en partie à expliquer le désespoir de Guts. Ce geste traduit une grande incompréhension chez lui, étant donné que ce dernier n'a toujours trouvé comme solution à ses problèmes que la violence et la mort, qu'il imposait de par sa supériorité physique et par extension par son épée. Sa seule réponse face au danger n'a donc pas fonctionné pour protéger Casca et a enterré l'espoir de Guts du même coup. C'est pour cela que Guts serre les dents, le front collé à la Dragon Slayer, celle qui ne peut cette fois-ci le sortir de sa tourmente. Enchaînant directement avec le point de vue du Skull Knight, ce dernier parle alors d'une calamité, un terme parfaitement employé ici, puisqu'il se définit comme un grand malheur collectif. L'île s'effondre en effet sur elle-même, et l'arbre spirituel semble avoir disparu, et seule sa forme reste sur les parois de l'île, créant d'immenses fissures, où reposaient les racines de ce dernier. Mais avançons encore dans le chapitre, avant d'expliquer les raisons de cet effacement. Nous enchaînons donc directement avec Roderick, qui a miraculeusement survécu aux dévoreurs, et qui a tout juste eu le temps de constater que ces derniers s'évaporent au contact de l'eau de mer et de la lumière, avant de s'atteler à secourir ces hommes encore à l'eau. Déjà de retour sur la petite troupe des habitants de l'île en fuite, avec une magnifique double page montrant un panorama de l'île, sur lequel l'arbre spirituel semble translucide et luisant d'une lumière aveuglante, sous le regard impuissant des créatures de l'île. Ce spectacle finit par laisser un vide morne, et l'arbre semble avoir disparu. Tout à coup, Danan semble luire à son tour, puis toutes les créatures non humaines. La reine des elfes se contentera de dire « C'est l'heure, nous ne pouvons pas rester dans le monde corporel ». Toutes les créatures vont ensuite s'évaporer les unes après les autres, à commencer par Isma, qui disparaît dans les bras d'Isidro, ne laissant que ses vêtements dans les mains du jeune garçon impuissant.
Le chapitre se clôt sur Guts, le regard dans le vide, avec au-dessus de lui ce qui semble être la trace laissée par le passage de Griffith, Zod et Casca dans l'une des branches de l'arbre-monde. Guts ne regarde plus vers le ciel, et je trouve la phrase de fin tout à fait adaptée qui dit que la tempête a tout balayé, sauf le désespoir. En effet, jamais dans Berserk, le désespoir n'avait envahi Guts de cette façon, car c'était dans la matrice même de Guts de toujours se battre et de toujours avancer. Toutefois, il n'a pu toucher Griffith avec ses coups, et c'est ce qui a fini d'achever les derniers espoirs de Guts. Mais alors, comment cela est-ce possible? Comment toutes les créatures non humaines, même celles qui n'étaient pas directement liées à Elfheim, telles que les sirènes, ont-elles disparu? La réponse se trouve en partie au tome 34. Griffith, en créant son propre arbre-monde, a fusionné le plan astral et le monde corporel, apportant toutes sortes de créatures fantastiques, qu'elles soient du côté du bien ou du mal, dans le monde physique. En détruisant l'arbre spirituel de l'île des elfes, Griffith a supprimé le lien permettant aux bons de demeurer en ce monde, ne laissant que des démons comme la main de Dieu et les apôtres. Tout le soutien que l'on pouvait envisager pour Guts de la part des créatures bonnes a disparu. Mais pas seulement. En effet, Guts a sans doute perdu Puck. Sans ce petit elfe, personne pour délier la langue du guerrier noir. Personne pour l'empêcher de plonger dans la noirceur et l'abjection. Personne pour humaniser Guts. Ramener à la raison et humaniser. Voilà les deux pouvoirs qui ont dans un premier temps été attribués à Puck. Cette petite bulle d'oxygène le dit lui-même, dans l'une de mes citations favorites de l'œuvre, où Puck dit à Guts que sans lui, cette histoire serait bien trop sombre. Même s'il n'est pas mort, la disparition de Puck est un symbole fort pour la suite de l'œuvre. En l'espace de 2 chapitres, Guts aura perdu celle qu'il aimait et son premier ami. Il est d'ailleurs un parallèle intéressant à faire avec cette catastrophe. Celui de la mort de Sheach, la petite elfe du flashback de Guts. Quand la fleur dans la cellule de Guts est morte, Sheach s'est éteinte avec elle. C'est la même chose pour le grand cerisier, mais à l'échelle du monde, étant donné son ampleur. Le drame qui vient donc de se produire ferme les portes du bonheur à Guts, qui doit poursuivre sa traque mortelle contre ceux qui l'ont privé si facilement de la paix. Alors Griffith avait-il tout prévu, ou du moins est-il inclus dans la causalité que ces événements allaient se produire? Eh bien, en partie oui, du moins c'est ce que je pense. Je pense que le plan de Griffith comprend la disparition du côté du bien, provenant du monde astral, sans doute pour garder un meilleur contrôle sur l'humanité et éviter du même coup que les humains ne découvrent qu'il existe de bonnes créatures astrales. J'ai vraiment beaucoup aimé ce chapitre, et la manière dont les espoirs de Guts sont anéantis les uns après les autres. J'ai vraiment hâte de voir sa réaction et le développement à venir pour cet incroyable personnage. Voilà, c'est tout pour cette review du chapitre 369 de Berserk. Merci d'être toujours présent et de suivre ce que je fais, que ce soit ici ou sur Twitter et plus récemment sur TikTok. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Cette année est une bonne occasion pour moi de faire ce que j'aime et j'ai hâte de voir où cette aventure nous mènera. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si vous l'avez aimée. C'est le meilleur moyen de me soutenir, donc merci à ceux qui prendront le temps de le faire. En attendant, je vous fais des bisous.